À plus de 7000 km de Paris, la Guyane est le plus vaste département français et le seul situé en Amérique du Sud, juste au-dessus de l'équateur. La Guyane est 3 fois plus vaste que la Belgique et pourtant, la quasi-totalité de la population vit sur la côte. Plus de 90% du territoire est recouvert par la forêt amazonienne. Tracée au cordeau à l'américaine, Cayenne a été fondée par une centaine de colons français au début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, la ville est le chef-lieu du département et la moitié environ de la population guyanaise a élu domicile dans son agglomération. La Guyane, qui représente en surface le 6e de l'Hexagone, est le plus grand des départements français d'outre-mer, mais avec à peine plus de 200 000 habitants, il est un des moins peuplés. En provenance de tous les continents, près de la moitié de la population est d'origine étrangère. La natalité est forte et malgré un taux de chômage de loin plus élevé qu'en métropole, l'activité économique locale affiche une bonne santé. Par rapport à ses voisins immédiats, le niveau de vie guyanais atteint des sommets. Les Chinois jouent un grand rôle dans l'économie de la ville. Les premiers sont arrivés au début du 19e siècle pour essayer d'acclimater ici la culture du thé. Cayenne possède un charme provincial incontestable. La place des palmistes occupe un ancien jardin à l'anglaise. Aujourd'hui, l'alignement des palmiers lui donne plutôt une géométrie à la française. Au centre, un monument s'élève à la mémoire de Félix Éboué, guyanais et gouverneur en Afrique qui rejoignit De Gaulle au début de la guerre. Cayenne offre un panorama très complet de l'architecture coloniale. Depuis la fontaine de Montravel, érigée lors des premiers travaux d'adduction d'eau, jusqu'aux élégants bâtiments administratifs, en passant par les lieux de culte comme la cathédrale Saint-Sauveur. Le sud de la Guyane comporte une vaste zone à accès réglementé, où les autochtones souhaitent rester à l'écart des visiteurs. Depuis 1977, nul ne peut y accéder, sauf autorisation préfectorale. Le village de Twenke est peuplé d'Indiens Wayana, un millier d'individus à peine dont le territoire dépasse la frontière nationale. Cette case monumentale, le Carbet, appartient au grand man des Wayana, l'autorité suprême de l'ethnie. Très attachés à leur identité, les Wayana portent tous un pagne rouge, le Kalimbé. Par esprit d'indépendance, ils ont refusé la nationalité française et ne bénéficient d'aucune aide de l'État. Les femmes râpent le manioc dont la racine réduite en farine fournit l'aliment de base que l'on cuit ensuite comme des crêpes. Les enfants se régalent de canne à sucre, mais leur friandise favorite est une grosse fourmi gavée de sucre de canne. Les Wayana parcourent parfois de longues distances pour trouver un abatis, une parcelle où ils pratiquent la culture sur brûlis. En brûlant la végétation, on fertilise le sol. Ces petits Wayana ne sont pas tout à fait insensibles aux influences extérieures. Mais à l'école de Twenke, l'enseignement respecte leur culture traditionnelle. L'instituteur a mis au point une méthode originale pour enseigner le français à ses élèves avec le secours de leur langue maternelle. L'apprentissage du français est précieux pour ces Indiens dont l'artisanat est le seul revenu. Leur production est commercialisée à Cayenne avec un certain succès. Signe de cette réussite, beaucoup désormais ont les moyens d'équiper leur pirogue d'un moteur hors bord.
Vers le nord, la piste d'aviation la plus proche se trouve à Maripasoula, dans un méandre du fleuve Maroni. L'avion est absolument indispensable pour franchir la dense forêt amazonienne. Il assure une liaison quotidienne avec Cayenne. En 1 heure de vol, les passagers, le courrier et le fret accomplissent un voyage qui, sans avion, prendrait des semaines. Les gros porteurs de l'armée de l'air prêtent leur concours lorsque le volume des marchandises l'impose. À Maripasoula, beaucoup d'habitants sont les descendants de Noirs marrons. Ces esclaves qui, pour échapper au travail forcé, avaient trouvé refuge dans la forêt. Ils sont passés maîtres dans le canotage, à bord d'embarcations qui servent notamment à ravitailler les chercheurs d'or à des centaines de kilomètres. Aujourd'hui, pour raccourcir les distances, le téléphone est encore la meilleure solution. La pirogue est le moyen de liaison naturel entre les villages et Maripasoula. Elle assure notamment le ramassage scolaire. Et oui, même au cœur de la plus vaste forêt du monde, il n'est pas possible de faire l'école buissonnière. Au bord de la rivière Inini, au lieu dit Sossonel, installé à proximité d'un ancien site d'orpaillage, un campement alliant esprit d'aventure et confort met les visiteurs au contact immédiat d'une nature exceptionnelle. La descente du fleuve Maroni en pirogue est un trajet parfois délicat, de 3 ou 4 jours en fonction du niveau de l'eau, le long de la frontière avec le Suriname. Les préparatifs d'une telle expédition sont minutieux. Il s'agit en effet d'assurer l'équilibre de l'embarcation malgré les caprices du fleuve qui alternent les tronçons calmes et les rapides. À la descente du Maroni, le Maripasoula, ça représente 330 km de navigation avec 98 mètres de dénivelé. On va traverser donc maintenant le territoire Beni pour ensuite entrer en territoire Touka. Pour les SOA pour être chez Paramaka et retrouver les Touka le dernier jour. On aura l'occasion autour du petit pont ce soir de parler des différents groupes qu'on peut rencontrer sur la rive. Quand il n'y a plus assez d'eau pour avancer, tout le monde descend. Il faut alléger la pirogue. À la nuit tombée, commence le concert des crapauds et des singes. Au petit matin, nouveau préparatif. Immobile et net comme une plaque de métal poli, ou nerveux au contact de la roche qui affleure en saison sèche, le fleuve Maroni aligne les villages au fil de l'eau. Papaïcheton, Grand Santi, Kapasatabiki, les villages noirs-marrons se succèdent régulièrement. Désert la journée, les villages se peuplent à la tombée du jour. Chacun s'active avant que la nuit ne vienne clore cette journée qui a commencé, comme toutes les autres, vers 5 heures du matin. Au dernier jour du voyage, le fleuve va s'élargissant. Quelquefois, une barge de chercheurs d'or apparaît sur l'eau calme.
Les marées de l'océan Atlantique font déjà sentir leurs effets. Le Maroni prend l'envergure de la mer. Sa largeur peut atteindre 3 km. Après plusieurs jours d'une navigation qui réclame une grande concentration, les routiers du fleuve font relâche ici, à proximité immédiate de Saint-Laurent, dans le village de la Charbonnière. Ici habitent notamment les Saramacas, une ethnie de Noirs marrons spécialistes du bois. Ils abattent les arbres dans la forêt et travaillent le bois pour la construction ou l'artisanat. Saint-Laurent-du-Maroni, sous-préfecture et 3e ville du département, exerce une attraction importante sur les populations de la région du fleuve. Elle est aussi le pôle d'activité de l'Ouest guyanais. En dehors du marché, l'une des principales activités économiques de la ville avec le bois, les traditionnelles plantations de canne à sucre qui prospèrent sous le climat chaud et humide de Guyane. Seul et unique but de ces cultures, la fabrication du rhum. Malgré la tentation du rendement facile, les producteurs perpétuent les méthodes classiques en renonçant à la mécanisation abusive et en privilégiant la récolte manuelle. Saint-Laurent-du-Maroni doit ses allures de petite ville coloniale à une décision de l'administration pénitentiaire qui, au milieu du 19e siècle, décida d'y envoyer les condamnés aux travaux forcés. Ils défrichèrent la forêt et construisirent les bâtiments officiels à peu de frais. Après 3 semaines de voyage, les prisonniers débarquaient ici et prenaient vite conscience du poids de leur peine. Dès leur arrivée, les bagnards condamnés par les assises étaient enfermés dans le camp de la transportation pour y subir leur exil. Bien que cette terrible prison ait été fermée en 1953, on peut sans trop de difficulté imaginer la condition des détenus dans la chaleur du climat tropical. Les bagnes ont été inventés pour remplacer les galères, mais les conditions n'y étaient certainement pas plus douces. Les bagnards s'échappaient rarement de cet enfer. Les traces de leur passage sont entretenues comme les vestiges d'un autre âge. 70 000 condamnés ont transité dans ce camp. À la guillotine, les bourreaux ne manquaient pas d'esprit selon le vivant récit du guide Herman Clark. Le plus célèbre bourreau du bagne fut Espel, surnommé le Chacal. Il s'était tatoué au bras, sauf qu'il peut succomber qu'il doit, et totalisa 33 têtes durant sa fonction de bourreau, dont 3 têtes en moins de 7 minutes lors d'une exécution groupée. Quelques bâtiments ont été restaurés pour servir de décor de cinéma ou encore pour accueillir la bibliothèque municipale. Sur l'autre rive du Maroni flottent les couleurs du Suriname, l'ancienne Guyane hollandaise. Le plus petit pays d'Amérique du Sud a longtemps été déstabilisé par des luttes internes qui ont grossi le flot des réfugiés en Guyane française. Avec la fin de la dictature, le pays et ses habitants ont pris un nouveau départ. À Saint-Jean-du-Maroni, un zoo très didactique permet un contact rapproché avec les animaux de la forêt amazonienne. Unique au monde, ce gros chat est un osma, le croisement de 2 félins originaires d'Amérique, le puma et l'oslo. Sur la côte, Cayenne est la plaque tournante de la vie économique du département. Tous les échanges commerciaux passent par ici. Malgré son dynamisme, l'économie guyanaise souffre de la faible population du département et du manque de débouchés.
La bonne santé de l'économie locale est illustrée par le marché de Cayenne où la gastronomie guyanaise puise tous les ingrédients de son inspiration débridée. La cuisine guyanaise est une cuisine composée particulièrement de la cuisine française et de la cuisine africaine, à l'origine. Ensuite, ça venu se greffer les cuisines de toutes ces ethnies qui composent la Guyane, bien entendu. Nous avons le fameux bouillon d'Awara, qui est notre morceau de bravoure, qui est d'origine africaine. Le colombo d'origine indienne, nous vient de Madras, de Calcutta. Le long du canal Lossa, le marché aux poissons témoigne de la vitalité et de la diversité de la pêche en Guyane. Les énormes quantités d'alluvions charriées par les fleuves amazoniens et déversées très loin en mer expliquent la richesse des eaux guyanaises. La crevette sauvage de Guyane est devenue le premier produit d'exportation, notamment vers les États-Unis et le Japon. À l'est du département s'étendent les montagnes et les marais de Caux. Jusqu'au milieu du 19e siècle, des centaines d'esclaves ont tenté de les assainir. Aujourd'hui, les marais constituent un espace protégé, riche d'une faune exceptionnelle. Jean-Louis Antoine y est guide. L'intérêt, c'est surtout la découverte d'une nature originale, qui est un peu ce qu'on peut trouver dans les Everglades, mais plus riche parce que le site est entouré de collines. Et au point de vue faune, on a une faune en oiseaux qui est assez variée et intéressante à voir. Le site de Caux est un lieu réellement hors du commun. Alors il y en a d'autres, mais ils sont beaucoup moins facilement accessibles. Il y a toujours l'esprit sportif à conserver dans tous les circuits qu'on peut faire en Guyane. Mais ici, l'intérêt, c'est que contrairement à tout ce qu'on peut penser, il n'y a pratiquement pas du tout de moustiques. Donc on dort dans un maxon moustiquaire ou grand air, et dès le matin, dès que le jour se lève, on découvre la nature intégralement. Il n'y a rien qui, à partir du carbet du pont supérieur du carbet, qui empêche la vision. À l'extrémité d'un canal, le village de Caux vit paisiblement de la pêche et les habitants ignorent la signification du mot stress. L'estuaire de la rivière de Caux est un endroit rêvé pour suivre à la trace des dizaines d'espèces d'oiseaux dans leur environnement naturel. La région offre notamment un excellent poste pour observer l'ibis rouge, un oiseau qui prend sa couleur magnifique à l'âge de 2 ans. Installé dans les lagunes du littoral, cet échassier au plumage flamboyant a bien failli disparaître à cause de ses plumes très recherchées dont on fait des fleurs postiches. Avec son long bec courbe, l'ibis rouge fouille les zones vaseuses à la recherche d'insectes, de grenouilles ou de petits crustacés. Son pire ennemi est le braconnier, malgré la stricte protection dont l'espèce jouit. À une quinzaine de kilomètres au large, l'île du Grand Connétable abrite une réserve naturelle de 2 hectares. Olivier Tostin en est le conservateur. On y trouve une population de frégates, de mouettes et de sternes tout à fait unique dans toute cette partie de l'Amérique du Sud, au point que pour certaines espèces de sternes, on accueille ici près du tiers de la population mondiale connue, alors que les frégates, c'est plus de 5% de la population caraïbe. Enfin, ça en fait un site réellement primordial dans le contexte caraïbe. Le Connétable est complètement dénudé. Il n'y a pas du tout de grands arbres dessus.
C'est dû en grande partie au fait de l'absence d'eau douce, mais aussi au fait qu'au début du siècle, il y a une compagnie minière américaine qui en a exploité des roches phosphatées. Pendant près de 30 ans, ils sont restés sur l'île et ils en ont enlevé une bonne partie, ce qui donne aujourd'hui son profil si caractéristique. Et ça illustre bien que cette île a abrité des oiseaux de mer depuis sans doute des centaines de milliers d'années, ce qui se perpétue aujourd'hui. Non loin des marais, dans les contreforts forestiers humides de la montagne de Caux, des hommes prospectent le sous-sol tout en s'efforçant de respecter l'environnement afin de localiser précisément les gisements aurifères dont on connaît l'existence et qui ne demandent qu'à être exploités. Camp Caïman où nous sommes maintenant est un des projets d'exploration minière de la société, qui en a d'autres répartis sur l'ensemble de la Guyane. Ici, nous cherchons de l'or. Donc nous avons beaucoup de terrains qui sont très argileux, ce qui rend l'exploration plus difficile. Si nous ouvrons une route, pendant la saison des pluies, nous embourbons fortement. Nous avons deux types de foreuses. Il y a une foreuse dite foreuse carottée qui prélève des échantillons continus de roches dans le sol qu'on appelle des carottes. Et cette foreuse, c'est celle qui nous permet de faire les prélèvements jusqu'à 200-300 mètres de profondeur. La carotte est amenée au camp, elle est coupée en deux, décrite par les géologues, analysée, échantillonnée, puis envoyée au laboratoire pour analyse, et par section de 1 mètre. L'or n'étant pas visible, c'est uniquement par analyse que l'on peut savoir, reconnaître sa présence dans le sol. Tous ces travaux préparatoires devraient bientôt permettre l'exploitation sur grande échelle de cette richesse dissimulée. En franchissant le pont qui enjambe la rivière Comté, on suit la trace de réfugiés laotiens qui ont fondé la localité de Cacao en 1977 dans une vaste clairière. Ils appartiennent à la tribu montagnarde des Hmong et ont quitté les camps thaïlandais pour s'installer ici. Retrouvant ici les mêmes conditions climatiques que dans leur région d'origine, ils se sont mis à défricher et à cultiver cette terre qui est devenue par leur travail et leur obstination le potager le plus productif de Guyane. La majorité des fruits et légumes du marché de Cayenne sont produits ici. Le dimanche matin, Cacao reçoit de nombreux visiteurs venus se procurer en direct le produit du travail des Hmong. Les tissus noirs brodés de motifs géométriques font l'admiration de tous. Et la visite se termine par la dégustation de plats conformes aux règles gastronomiques du sud-est asiatique. Non loin du marché, l'instituteur de Cacao a rassemblé un échantillonnage unique des innombrables espèces d'insectes que recèle la Guyane. En plus de leur couleur vive, c'est leur taille qui impressionne. Mais les plus effrayants ne sont pas toujours les plus méchants. Alors ça c'est une matoutou. Son nom savant c'est Avicularia metallica. La matoutou est reconnaissable à ses extrémités de pattes rose-orangées. C'est une arboricole, elle est capable de faire des petits bonds. C'est pas un signe d'agressivité, c'est le saute. Et c'est la plus sympathique des migales de Guyane. Et les plus gros sont souvent les plus courants. Bon, ça c'est les hannetons du coin. C'est trouvé par les enfants le soir à la tombée de la nuit au pied des réverbères. Toujours vers l'est, la piste de Bélison marque la forêt d'une balafre bien dérisoire. Plus de 1000 espèces d'arbres ont ici été recensées, mais elles sont très disséminées, ce qui en rend l'exploitation difficile. L'espace est néanmoins prometteur, 7 millions d'hectares. L'exploitation forestière est beaucoup moins rentable ici qu'au Brésil. Le terrain accidenté, la variété et la dispersion des essences et l'absence de cours d'eau multiplient les coûts par 10.
D'autre part, cette forêt que l'on prétend inépuisable a besoin de 150 à 200 ans pour se renouveler, contre 30 ou 40 ans pour une forêt comparable au Canada. Angélique, Mutushi, bois serpent, wapa, jaracanda, autant d'essences rares propres à la forêt amazonienne qui sont très recherchées. La route de l'Est n'a pris qu'une centaine de kilomètres à la forêt. Elle a été construite par l'armée, non sans difficulté. La route de l'Est est interrompue par le fleuve Aprouag, à Regina. Comme au Far West, le village est sorti de terre au début du siècle dans l'hystérie collective de la ruée vers l'or. Aujourd'hui, Regina tourne le dos à son passé et le temps y semble immobile. Chargée d'alluvions, l'Aprouag négocie lentement ses virages avec la forêt. De temps à autre, quelques barges d'orpailleurs le sortent de sa torpeur. Jusqu'au plus profond de son lit, un aspirateur géant manœuvré 4 heures durant par un plongeur arrache le sable et la pierraille à la recherche des matières aurifères. L'Aprouag est l'un des plus beaux fleuves de Guyane. Il attire les passionnés d'aventures amazoniennes. À 2 heures de pirogue, en amont de Regina, le camp du Sisam occupe une clairière en pleine forêt, avec ses carbets, ses constructions traditionnelles couvertes de feuilles de toulouri. Ici, on vit en harmonie avec la nature et on adopte son rythme. Chronique d'une journée au camp du Sisam. La découverte de cette forêt où chaque pas, chaque geste est une leçon d'humilité et initiation au travail de la battée pour laver les sables aurifères. Descente de la rivière, en canoë ou en gilet de sauvetage. Plus en amont, la réserve naturelle des Nouragues a été créée en 1995. Elle porte le nom d'Indiens qui la peuplèrent jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Plus loin encore, les rapides Machikou interrompent la remontée de l'Aprouag. Ils sont infranchissables pendant la saison sèche. Sur près de 400 km, le fleuve Oyapock souligne la frontière de la Guyane avec le Brésil. Longtemps, cette zone a été isolée. Naguère, pour venir de Cayenne, on avait le choix qu'entre une journée de bateau et 20 minutes d'avion. Aujourd'hui, Saint-Georges de l'Oyapock est accessible en 3 heures de route. Des Indiens Palikours vivent dans la région. Ils descendent des célèbres Arawaks qui colonisèrent les Guyanes, puis les Antilles. Les Palikours n'ont jamais été des guerriers. La civilisation les a presque complètement assimilés. Depuis le début du XVIe siècle, les Anglais, les Hollandais, les Portugais et les Français se sont disputés le contrôle de l'endroit, point de contact économique avec le Brésil. De l'autre côté du fleuve, la bourgade brésilienne d'Oyapock, une ancienne localité française baptisée jadis Martinique.
les deux pays n'ont pas toujours été d'accord sur le tracé de leurs frontières. En 1900, le territoire français fut amputé d'une superficie 3 fois plus grande que la Guyane actuelle. En amont de Saint-Georges, le Sault Maurepas enchaîne les rapides sur plusieurs kilomètres tumultueux. Cauchemar des piroguiers, rêve des photographes, le franchissement des obstacles n'est jamais une partie de plaisir, car pour progresser, il n'y a souvent d'autre choix que de décharger les marchandises. Après avoir franchi les rapides de Saut-Cachiri, Saut-Montabo ou encore Saut-Wakarayou, après 4 heures de pirogue quand les eaux sont hautes, 8 en saison sèche, on pénètre dans la zone à accès réglementé. Camopi, un village habité par 2 tribus indiennes. Les Émérillons vivent en Guyane depuis le XVIIIe siècle, mais dans leur gène, ils sont avant tout nomades. Comme les Émérillons, les Indiens Oyampi sont bien français. Le village de Saül se trouve quasiment au centre géographique de la Guyane. Plusieurs grands fleuves ont leur source dans ces contreforts montagneux. Cayenne est à 10 jours de pirogue, plus 28 km de marche. Mieux vaut prendre l'avion qui met le chef-lieu à 1 heure. Avec son église à 2 clochers, unique en Guyane, Saül compte quelques dizaines d'habitants à peine, alors qu'à l'époque de la ruée vers l'or, sa population atteignait les 2000 âmes. La région est le château d'eau de la Guyane. Elle est sillonnée par des botanistes du monde entier venus faire l'inventaire d'une végétation exubérante, protégée par un parc national. Le nord du département concentre le long de la côte la très grande majorité de la population guyanaise qui trouve là toute la palette des activités de loisirs. Le week-end, de nombreux visiteurs choisissent la crique Gabriel, une petite rivière amazonienne où abondent les papillons, comme les fameux morphos dont les ailes brillent dans la pénombre. Sur la rivière Oyak et jusqu'au pied de l'église de Roura, les loisirs nautiques ont trouvé leur terrain de prédilection. Scooters des mers ou scurf n'ont rien ici de vague hobby, mais peuvent prendre les allures de véritables activités sportives. Roura se trouve à une vingtaine de kilomètres de Cayenne à peine, et la vie s'y écoule paisiblement. La commune de Rémire-Montjoly passe pour le Beverly Hills, le quartier résidentiel plutôt chic de Cayenne. Et ces kilomètres de plage possèdent tous les atouts pour attirer les amateurs de glisse et de détente. Quelques kilomètres au large, l'îlet La Mer domine les flots. La petite île appartient à l'Institut Pasteur de Guyane qui y élève des singes de laboratoire.
Ces singes, saïmiri, permettent aux scientifiques de progresser dans la lutte contre le paludisme. En quittant l'île de Cayenne par le pont du Larivot, le paysage prend une allure de savane africaine. À Macouria, un zoo regroupe la plupart des grandes espèces de la faune amazonienne. Dans le patrimoine naturel de l'Amérique du Sud, le cheval fait figure d'intrus puisqu'il n'est arrivé ici qu'au XVe siècle avec les Espagnols. Aujourd'hui, le cheval a des ailes et les baptêmes en ULM donnent de la hauteur au paysage. Sur Terre, le quad permet des randonnées très animées entre plaine et forêt. Il y a très longtemps, Kourou n'était qu'un petit village créole tout en ombre et en douceur, blotti contre une mission jésuite avec des joies simples et des rêves ordinaires. Alors qu'ils vivent habituellement sur le fleuve Maroni, les Saramaka, autres descendants de Noirs marrons, ont conservé dans un quartier de Kourou le goût du beau. Ils l'expriment à travers la peinture et la fabrication d'objets artisanaux en bois. Kourou préserve les témoignages historiques les plus anciens. Ces roches gravées de motifs humains ont survécu au climat et à la végétation. Ces pétroglyphes sont bien antérieurs à l'arrivée de Christophe Colomb. C'est par sémaphore que la tour Dreyfus communiquait avec les îles du Salut. Aujourd'hui, les îles sont accessibles au départ du port de Pariacabo. Sujet au mal de mer, s'abstenir. Les îles du Salut ont servi de bagne pendant un siècle. L'île royale était réservée à l'administration et les bâtiments étaient édifiés par les bagnards eux-mêmes. Dans la chapelle, les peintures ont été réalisées par le célèbre faussaire Lagrange. Il s'en est fallu de peu pour que la végétation n'efface les traces du passage de ces forçats, coupables ou innocents. Jadis accessible par un câble, l'île du Diable accueillait les détenus politiques. Dreyfus y a passé 4 ans, pour rien. Sur l'île Saint-Joseph étaient envoyés les prisonniers récalcitrants. Ils croupissaient à l'intérieur de cellules de 4 mètres carrés, dans le silence absolu et l'isolement total. Ils étaient surveillés en permanence à travers la grille qui remplaçait le plafond de leur cellule. Kourou a beaucoup changé dès le milieu des années 60, quand le gouvernement français décida d'y installer un port spatial. Cette décision a aussi donné lieu à la construction de nouveaux logements, d'écoles et de nombreuses infrastructures. En 3 décennies, le petit village créole a vu sa population multipliée par 40. La tranquillité des habitants de Kourou est assurée, car à proximité, un régiment de la Légion étrangère veille à la sécurité d'un des sites les plus sensibles de France.
À 6 km de Kourou, une oasis insolite au milieu de la savane et de la forêt couvre une superficie comparable à celle de la Martinique. Le Centre spatial guyanais, créé en 1963 par le Centre national d'études spatiales. Activité, l'exploitation de lanceurs de satellites par la société Arianespace, dont les partenaires et actionnaires font l'Europe spatiale. La fusée, en pièces détachées, fait le trajet par la route entre le port de Kourou et le CSG, Centre spatial guyanais. Pendant 7 semaines environ, la campagne de lancement consiste à vérifier et à assembler les étages de la fusée, dont les éléments sont fabriqués par une centaine d'entreprises européennes. L'assemblage des parties sensibles, comme le satellite, s'opère dans un environnement de pureté aussi rigoureux que celui d'un hôpital. Dernière phase de la préparation du lanceur, la mise sous coiffe du satellite, quelques heures avant le lancement. Et quelques minutes avant la mise à feu, les ordinateurs prennent le relais de l'homme. Depuis 1996, avec notamment une série de 29 lancements réussis d'affilée, la fusée Ariane 5 a prouvé sa fiabilité et a permis à Arianespace de trouver de nouveaux marchés. Les installations du CSG ont largement contribué au succès de la fusée européenne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage de 15. Allumage de décollage, tip-top. Plus de 100 km de la Terre, les satellites posés sur leur orbite par les fusées Ariane tracent dans l'espace les destinées de la haute technologie européenne. Et c'est tout naturellement que le CSG a créé sur son périmètre un musée de l'espace qui raconte la fantastique aventure de la conquête spatiale. On s'y familiarise avec les réalités complexes de la mécanique céleste et on mesure le rôle fondamental joué par l'Europe à Kourou pour la maîtrise de l'espace. À 50 km de Kourou, le barrage de Petit Saut interrompt le cours du fleuve Sinamari. Alors le barrage, pour en parler, fait 740 mètres de long, à une hauteur de 37 mètres, avec un niveau de retenue de 35 mètres. C'est le premier barrage d'EDF, je dirais, dans une zone amazonienne. Bien, il faut savoir que la retenue de Petit Saut est une retenue avec une forêt inondée. Alors la conséquence première de cela, c'est la consommation par la matière végétale de l'oxygène. Notre première démarche donc, a été donc, de construire un dispositif d'oxygénation que vous voyez derrière moi. Ce dispositif permet, en ayant de l'eau très peu ou quasiment pas oxygénée, donc d'arriver à une eau en sortie de dispositif avec une oxygénation maximale autour de 7 mg par litre. Ce barrage hydroélectrique répond bien sûr à l'augmentation de la demande énergétique du département et du Centre spatial guyanais en particulier. « 300 km² de forêt ont été recouverts par la mise en eau du barrage en 1994. Les squelettes des arbres morts dissimulent encore quelques bâtiments, vestiges de l'ancien bagne des Amanites qui ont échappé à l'inondation. Le niveau du fleuve, qui a monté considérablement, donne aux chercheurs d'or un accès plus facile aux sites de prospection. Ils ne sont pas découragés par l'immensité du lac, de très loin le plus grand de France. À mi-chemin entre Cayenne et Saint-Laurent, Sinamari était l'un des centres de déportation politique dès la fin du XVIIIe siècle. Beaucoup de bagnards ont perdu la vie dans la construction du réseau routier local.
Dans le village d'Irakubo, l'église en bois a été construite par les habitants et décorée par un ancien bagnard. À proximité de la rivière Mana, la localité du même nom n'existerait pas sans l'action d'une religieuse hors du commun que le roi Louis-Philippe lui-même admirait beaucoup. La mère Javoué. Elle a véritablement fait décoller toute la région. D'abord en rendant la liberté à des esclaves noirs qu'elle rachetait, ensuite en introduisant les premiers plants de riz qu'elle avait testés au Sénégal. Aujourd'hui, le riz guyanais est en plein essor et la Guyane a le potentiel pour devenir le grenier à riz de l'Europe. La plage des Hattes est non seulement la plus longue de Guyane, c'est également un site protégé, fréquenté par les tortues marines, spécialement les tortues luttes. Ces tortues géantes peuvent mesurer plus de 2 mètres et peser 900 kg. Elles ne sont pas couvertes d'écailles, mais d'un cuir épais. Elles viennent pondre sur la plage entre avril et septembre. Dès la mi-janvier, Cayenne s'enflamme pour le carnaval, une tradition particulièrement vivante dans les pays qui ont connu l'esclavage. Un jour par an, les esclaves parodient leurs maîtres pour échapper brièvement à leur sort. Sous l'autorité de Vaval, le roi du carnaval, les cortèges se succèdent pendant plusieurs jours. Le dernier dimanche, jour de la grande parade, on procède à l'élection du plus beau groupe. Le lundi gras, les couples se marient pour rire. C'est le jour des mariages burlesques. Le mardi gras, les Diables Rouges pimentent le défilé. Le mercredi des Cendres, on se prépare à enterrer Vaval. Et l'ambiance monte d'un cran avec les groupes brésiliens qui ferment la marche. Le défilé terminé, la fête continue dans les bars. Large et enveloppant, le masque joue un rôle fondamental dans le carnaval guyanais. Avec les vêtements, il dissimule entièrement l'identité du Touloulou. Le Touloulou est, en principe, une femme, et son origine remonte sans doute à l'époque où les femmes esclaves se déguisaient pour imiter leur maîtresse. Chez Nana et Paulina, les Touloulous sont les rois, ou plutôt les reines. C'est dans l'anonymat le plus complet qu'ils invitent leurs partenaires. Interdiction pour les hommes de refuser une danse. Les Touloulous contribuent à faire du carnaval de Guyane une fête sans équivalent au monde. Et lors des soirées endiablées, la chaleur torride et les somptueux déguisements contribuent à faire tomber aussi bien les barrières sociales que les barrières morales.
Le dernier soir, après plusieurs jours de fête, on emmène Vaval au bûcher. La Guyane reste plus que jamais la terre de toutes les aventures. Elle dégage l'énergie d'une force de la nature.